Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de MyHeritage. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur le moteur de recherche de MyHeritage. Alors c'est très bruyant en bas de chez moi aujourd'hui. J'espère que vous ne l'entendez pas et que ça va bientôt se calmer. Mais je pense qu'en plus de 10 ans cette série de webinaires avec vous, je pense que ça n'a jamais été aussi bruyant en bas de chez moi. Donc j'espère que ça va bientôt se calmer parce que je ne peux pas bouger de mon bureau. Alors, nous allons commencer cette session sur le moteur de recherche de MyHeritage. Comme pour chaque session, si vous êtes nouveau, si c'est votre premier webinaire avec nous, sachez que cette session d'abord est enregistrée. Elle sera certainement mise en ligne au plus tôt ce soir, au plus tard dimanche. Vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez déjà les écrire dans la section des questions. Et je les lirai peut-être au fur et à mesure, mais a priori, ce sera plutôt à la fin de la présentation. Mais vous pouvez déjà les écrire. Et bien sûr, je sélectionnerai un gagnant ou une gagnante qui remportera un abonnement complet à MyHeritage pour une année. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Elisabeth Zetland, née dans le Gers dans une famille italo-française. Je suis docteur en histoire médiévale. Depuis, ça fait maintenant plusieurs années, vous voyez que je fais partie de l'équipe de MyHeritage. D'abord, j'ai été country manager pour la France et les pays francophones. Et depuis 2016, je fais partie de l'équipe de recherche de MyHeritage. Et je pense que j'ai commencé ces webinaires en 2013, si je me souviens bien. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du moteur de recherche de MyHeritage, ce que nous appelons Super Search. Alors, nous avons actuellement dans la base de données de MyHeritage, j'ai vérifié les chiffres ce matin, 7329 collections qui contiennent plus de 19 milliards de données historiques. Et l'équipe des collections a un rythme de une collection ajoutée par jour ou une collection mise à jour. Alors, nous allons voir aujourd'hui dans le détail comment effectuer une recherche dans le moteur de recherche, comment visualiser ou comment voyons-nous les résultats et comment ensuite les intégrer dans l'arbre généalogique. Alors, le moteur de recherche, si vous utilisez MyHeritage depuis plusieurs années, vous savez qu'il a beaucoup évolué. Le visuel actuel, la structure actuelle du moteur est un travail qui se fait déjà depuis plusieurs années. Il y a des développeurs qui travaillent tous les jours pour l'améliorer. Ce design que nous allons voir, la structure que nous utilisons aujourd'hui, a été mise à jour, mise en place l'an dernier, vers le mois de mars, si je me souviens bien. Et nous allons voir tout ça dans le détail. Ce qui est important à savoir, c'est que le site de MyHeritage est pris en charge en 42 langues, mais surtout dans la base de données, ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, les collections proviennent de 71 pays, puisqu'évidemment on a tous dans notre arbre des branches qui viennent de plusieurs pays, des grands-parents qui ont immigré de l'Espagne, de la Pologne ou de l'Italie, etc. Un grand-oncle qui est parti vivre en Argentine. Donc on a besoin d'avoir accès à des collections internationales. Donc c'est le cas avec MyHeritage, nous allons voir tout ça. Alors, voici, vous le savez, à quoi ressemble la page d'accueil d'un site familial sur MyHeritage. Celui-ci est le mien. Et dans la barre de navigation principale, le dernier onglet concerne la recherche. Si vous cliquez sur cet onglet, vous accédez à cette page. Donc la page de la recherche et vous voyez tout de suite un formulaire de recherche qui est une des nouveautés justement de la dernière refonte. Si je mets, et ceci est juste pour vous montrer comment ça marche,
juste un nom de famille, dans ce cas-là, Dubuc. Parce que évidemment, c'est rare de faire une recherche avec un seul nom de famille, on met au moins un pays. Mais là, j'ai juste pris, par exemple, le nom de famille, le nom de jeune fille d'ailleurs de ma mère, pour voir, pour montrer ce qui sort dans ce cas-là. Donc, quand on clique sur rechercher, que donc on accède à la page des résultats, par défaut, on a cette vue qui s'appelle la vue fiche, que moi j'utilise beaucoup d'ailleurs, mais l'autre vue est quand même très pratique. Nous allons la voir aussi. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Vous voyez donc que le formulaire de recherche est toujours accessible. Vous pouvez continuer à le remplir, à le modifier. Vous avez bien sûr au milieu les résultats qui sont en fiche, un après l'autre. Vous avez l'essentiel des informations que le résultat vous amène et vous pouvez cliquer sur le bouton consulter pour voir ce résultat. Et de l'autre côté, vous avez une colonne affinée par catégorie avec cette liste de toutes les collections que nous allons voir dans le détail. Alors d'abord, cette vue donc, je viens de le signaler, c'est la vue fiche. Si vous cliquez sur l'autre vue, qui est la vue tableau, voici comment apparaissent les mêmes résultats. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Ici, par fiche, ou dans une seule fiche, il y a tous les résultats, toutes les informations d'un même résultat. Ici, en revanche, c'est par colonne. Donc, c'est très pratique. Colonne des noms, naissance, décès, parents, plus de détails. Vous voyez s'il y a une image, parce que, par exemple, s'il y a vraiment l'image du document, elle apparaît aussi. Vous voyez très bien qu'il y a aussi une image. Et de la même façon, vous pouvez cliquer sur le bouton orange pour accéder aux résultats. Donc ça, c'est la vue tableau. Alors, on peut évidemment affiner la recherche. Et toutes les collections dans la base de données sont intégrées par catégorie, sont filtrées par catégorie. Donc, ici, vous voyez dans cette liste affinée par catégorie, ce sont toutes les catégories que vous avez donc dans la base de données. Maintenant, vous cherchez peut-être un acte de mariage. Donc, vous allez cliquer sur cette catégorie naissance, mariage et décès qui va alors vous afficher les résultats pour Dubuc, certes, mais donc que pour des actes de naissance, mariage et décès. Maintenant, vous voyez que dans la liste sous naissance, mariage et décès, vous avez des noms de sous-catégories. Registre de l'Église sur les registres paroissiaux, mariage et divorce, acte de naissance, etc. Donc ça, c'est les sous-catégories. Il suffit de cliquer aussi dessus pour qu'en fait, vous allez avoir la page qui va faire apparaître, qui va filtrer ces résultats et faire apparaître les résultats qui correspondent à une de ces sous-catégories. Si vous revenez, vous pouvez à tout moment recliquer sur toutes les collections. Vous pouvez par exemple choisir la catégorie du service militaire. Et dans ce cas-là, vous voyez aussi que vous avez toutes les sous-catégories du service militaire. Et donc à chaque fois, vous voyez, là on est toujours dans la vue tableau, vous avez tous les résultats de Pierre Dubuc, Marcel Jean Dubuc. Donc je vois qu'on a la guerre d'Algérie, donc ça reste un peu en France. Tout à l'heure, on avait aussi du Canada. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de données, de collections qui concernent le service militaire ou tout ce qui est armée pour la France. Donc voilà. Donc ça, c'est catégorie et sous-catégorie. Et ce qui est important de savoir et de remarquer, c'est que vous avez à tout moment, dans n'importe quelle page de résultats, le formulaire qui est toujours accessible. Donc, à tout moment, vous pouvez continuer à peut-être ajouter ou corriger une information. Et bien sûr, vous voyez que certains champs, il suffit de cliquer dessus pour les ouvrir et ajouter les informations, cliquer sur appliquer et ça va régénérer donc ça va affiner votre recherche. Donc, vous pouvez continuer à modifier votre recherche au cours de cette recherche. Donc, là, par exemple, évidemment, le formulaire correspond à la collection, à la catégorie, pardon.
la collection aussi évidemment. Donc là, par exemple, puisqu'on est dans la catégorie du service militaire, il y a un champ service militaire qui vous permet d'ajouter les dates du service militaire. Évidemment, si vous êtes dans la catégorie des mariages, alors ça va vous donner un champ pour la date du mariage. Ça évidemment, c'est personnalisé évidemment pour chaque catégorie. Et vous avez toujours un plus qui vous donne plus de champs que vous pouvez évidemment saisir. Alors, évidemment, le formulaire de recherche est flexible et s'adapte à ce que vous cherchez. Là, dans ce cas-là, par exemple, il se trouve que j'ai mis un nom de famille, mais peut-être que vous cherchez une famille et que l'élément justement qui vous manque, c'est le nom de famille. Par exemple, vous avez peut-être vous cherchez peut-être une Hélène dans le département du Tarn-et-Garonne, née vers telle année, par exemple 1880. Vous savez qu'elle est mariée avec un certain Henri et qu'ils ont eu un fils Paul. Vous pouvez ajouter seulement évidemment ces informations, son nom de famille, et ensuite voir les résultats et continuer à filtrer et peut-être à saisir plus de champs. Mais évidemment, c'est vous qui jouez avec tous les champs et avec le formulaire de recherche en fonction de ce que vous avez. Alors, maintenant, vous voyez ici donc ce formulaire de recherche. Nous l'avons vu maintenant. Vous voyez que vous pouvez dans chaque page différente, vous avez les différents champs selon la page, selon du processus dans lequel vous êtes à ce moment-là. Alors maintenant, donc, nous avons parlé de ces catégories. Or, ces catégories sont aussi accessibles très facilement sous le formulaire, dans la page principale de la recherche. Vous voyez ici quel type de document recherchez-vous. Dans cette ligne, en fait, qui se déroule, vous avez accès à toutes les catégories. Et donc, nous restons dans les naissances et mariages. Voilà, nous cliquons ici. Vous allez donc, en cliquant sur cette catégorie, accéder à la page du formulaire de recherche de cette catégorie. Ce que vous voyez, c'est donc puisqu'on est dans les naissances, mariages et décès, donc vous avez les champs non naissance, mariage et décès sans surprise, plus tout ce qui vous permet d'ajouter plus, là c'était plus, donc vous pouvez ajouter service militaire, immigration, etc. Ça vaut pour toutes les pages. Alors, quelqu'un dit maintenant qu'on ne m'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que j'attends la confirmation? Parce que vous m'entendez. Est-ce que ça a vraiment coupé? Bon. Alors, je vais continuer là où j'en étais. J'espère que ça n'a pas coupé. Alors, voilà. Ici, là, donc on est dans la page de recherche d'une catégorie, les naissances, mariages et décès. Remarquez que dans chaque page de catégorie, vous allez avoir aussi dessous pour affiner. Il y a écrit affiner par catégorie, mais en fait, c'est affiner par sous-catégorie, parce que ça, c'est des sous-catégories de la catégorie naissance, mariage et décès. Donc, si par exemple, c'est quand même très vaste, naissance, mariage et décès, que vous cherchez vraiment en fait seulement un mariage, dans ce cas-là, vous allez pouvoir cliquer sur la sous-catégorie qu'on voit ici, mariage et divorce. Vous voyez qu'il y a une flèche, donc il y a d'autres sous-catégories. Vous cliquez dessus pour les voir. Et là, en cliquant dessus, vous allez accéder au formulaire de recherche de la sous-catégorie mariage et divorce. Donc, vous voyez toujours pareil, les formulaires sont toujours similaires. Donc, vous voyez bien que vous avez les noms, naissance, mariage, puisque là, on cherche un mariage. Et vous avez toujours des champs sur lesquels vous pouvez cliquer pour saisir plus d'informations. Là, par exemple, j'ai fait un essai en insérant les informations Jean Mascarade 1814, le département de naissance et le nom du conjoint, pour voir justement, hop, on a ces deux résultats, la publication des bans de mariage et l'acte de mariage. Donc, il suffit ensuite de cliquer sur le bouton orange voir pour voir le détail de ces résultats. Je vais revenir maintenant dans la page d'accueil de notre site familial. On revoit donc la barre de navigation principale.
on clique sur recherche, et ce qui est très important pour faire des recherches, c'est aussi d'utiliser le catalogue des collections qui est aussi assez récent. Ce catalogue des collections est très pratique. Vous pouvez aller directement dans ce catalogue. Quand vous l'ouvrez, vous voyez ainsi plusieurs informations. Alors, vous avez la liste de toutes les collections. Il y en a plus de 7000, donc il y en a beaucoup. Et heureusement, on peut filtrer. Vous avez toujours la date de l'ajout de cette collection dans la base de données de MyHeritage ou la mise à jour, le nombre de documents dans cette collection. Vous avez aussi, ce qui est très intéressant, de l'autre côté, vous avez toutes les collections, c'est-à-dire que vous avez toutes les catégories, et vous pouvez aussi affiner par lieu et affiner par année. Et aussi, tout en bas, sur la gauche, vous voyez voir uniquement les collections avec images, si vous voulez seulement des collections qui ont des images. Donc, je vais choisir de vous montrer comment affiner pour la France. Donc, si on veut voir que les collections pour la France, on fait donc Europe, affiner davantage. Là, vous voyez, par exemple, il y a la France, l'Angleterre, la Suède, et ensuite, affiner davantage, et on choisit la France. Dans ce cas-là, ensuite, on a la page qui montre seulement les collections pour la France, qui donne le chiffre. Donc, en ce moment, il y a 119 collections avec le nombre exact, et vous voyez, donc vous pouvez cliquer sur une collection et directement chercher ici. Vous pouvez continuer à affiner avec les années, ou par exemple choisir de ne voir que les collections avec des images. Donc vous pouvez toujours continuer à filtrer et à chercher une collection si vous voulez vraiment faire une recherche ciblée. Là, par exemple, on va revenir dans les naissances, mariages et décès. Donc, dès que vous cliquez dessus, ça va vous montrer les collections qui ne concernent que cette catégorie. Si je veux voir que les mariages, on va cliquer sur cette sous-catégorie et ça va nous donner que les collections qui ne concernent que les mariages. Vous pouvez continuer à affiner par année, etc. Donc, vous voyez, et vous pouvez évidemment, dès que vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le formulaire de recherche de cette catégorie, de cette sous-catégorie, pardon, que vous voyez ici, donc pour la France, pour les mariages de la France. Et sous le formulaire de recherche, vous voyez qu'il y a toujours des collections similaires, donc qui vous sont proposées d'accès plus facilement. Il y a souvent un exemple de document. Ici, je vois que c'est le mariage de Jules Verne, où il vous suffit de cliquer sur le nom et vous pouvez voir à quoi ressemble, si c'est pour vous une collection nouvelle ou vous voulez savoir à quoi ressemble un document de un acte de cette collection, il vous suffit de cliquer sur cet exemple pour le voir. Chaque collection a une description. Si vous cliquez en savoir plus, vous allez avoir toute la description. Par exemple, si vous voulez savoir, là c'est effectivement assez général. Si vous voulez savoir si tous les départements sont concernés, les dates, tout, donc je vous conseille à chaque fois de voir cette description. Donc j'ai déjà signalé les cas des collections connexes et de l'exemple. Alors, ici, donc, nous sommes dans le formulaire de recherche des mariages de la France et j'ai retapé le nom de mon ancêtre Jean Mascarade, cette fois avec l'épouse de son deuxième mariage, qui n'est donc pas mon ancêtre, pour retrouver l'acte de mariage. Donc, vous voyez, dans chaque formulaire, vous avez toujours des champs supplémentaires sur lesquels vous pouvez cliquer. Et ensuite, vous arrivez toujours sur la même page de résultats, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est la page tableau, et il suffit alors de cliquer et de voir pour voir le résultat. Donc, vous pouvez toujours basculer, vous pouvez choisir. Vous avez peut-être une préférence, d'ailleurs, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous avez une préférence entre la vue fiche ou la vue tableau. Moi, je vous avoue que jusqu'à présent, je travaillais exclusivement avec la vue fiche, mais en préparant cette présentation, je trouvais que la vue tableau est très pratique aussi, et même depuis, je bascule facilement entre les deux vues. Alors, toujours, à chaque fois, je l'ai dit, c'est très important, vous avez toujours accès au formulaire
n'importe quelle page de résultats et vous pouvez continuer à modifier, même si vous avez déjà trouvé l'acte et vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez continuer et repartir de là. Vous pouvez aussi, tout simplement, vous le voyez en haut sous le bouton orange rechercher, nouvelle recherche. Si vous voulez commencer une nouvelle recherche, vous pouvez aussi le faire tout simplement à tout moment en cliquant sur nouvelle recherche dans le formulaire. Voilà. Donc, quand on clique sur rechercher, on arrive ici sur cette page de résultats, là qui est de la vue fiche, et on va passer, je vous montre cette fois à quoi ressemble une page de résultats. Vous voyez que, bon, puisque là il s'agit d'un mariage, vous avez le nom des époux, le type du document, la date et le lieu, et vous avez évidemment un aperçu du document. Tout ce qui est en violet, c'est l'acte lui-même, donc qui est mis en valeur. Et en cliquant dessus, on peut évidemment voir ce document. Ici, vous pouvez en fait passer d'une page à l'autre. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle Record Detective. Ça vous signale des documents qui devraient concerner la même personne. Donc c'est important toujours d'y jeter un coup d'œil parce que cette fonctionnalité de Record Detective cherche en même temps la personne qui vous intéresse dans d'autres documents et vous le signale ici. Alors, le catalogue donc des collections, vous l'avez compris, est très important. Il vous permet aussi de savoir, si vous voulez suivre les nouveautés, quelles sont les dernières collections qui ont été ajoutées ou mises à jour. Donc voilà, vous voyez, il y a écrit nombre de documents. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un tout petit menu déroulant avec 3 options. Et la dernière actualisation, va vous montrer les derniers ajouts. Donc de cette façon, vous allez voir toutes les dernières collections qui ont été ajoutées ou mises à jour. Et vous pouvez continuer à filtrer. Donc si vous voulez voir les dernières collections mises à jour ou ajoutées pour les naissances, mariages et décès, il suffit de cliquer dessus dans la catégorie et ça va vous filtrer. Vous pouvez aussi ajouter le filtre d'un pays, ce que j'ai fait là pour la France. Et donc là, ça vous donne les dernières collections ajoutées ou mises à jour pour les naissances, mariages et décès pour la France. Donc, et vous pouvez aussi affiner par année, etc., etc. Alors, là, je vais revenir sur la page de recherche et en bas de la page, vous avez donc toujours le formulaire en premier, la ligne qui vous donne toutes les catégories. Et ensuite, sachez qu'en bas de cette page, vous avez toujours cette section des collections récemment ajoutées qui en fait affiche les dernières collections de n'importe quel pays. Donc c'est ici, si vous voulez, en un clin d'œil, sans aller dans le catalogue des collections pour voir ce qui a été ajouté, vous pouvez aller ici, vous pouvez me voir. Si vous cliquez sur voir tout, ça va vous emmener sur cette page du catalogue des collections avec justement les derniers ajouts, les dernières mises à jour. Voilà. Alors, bien sûr, toutes ces recherches, l'intérêt, c'est d'enrichir et d'agrandir notre arbre généalogique. Et si, quand on trouve des actes qui concernent des ancêtres ou des parents, évidemment, de pouvoir les intégrer dans notre arbre généalogique. Alors, je reviens donc sur le cas de Jean Mascarade qui épouse donc Antoinette Vedel. Nous avons vu le résultat, la page de résultats ressemble à ça. Il suffit de cliquer sur sauvegarder ces données, de sélectionner donc la personne, on confirme si c'est bien cette personne dans ce profil-là qu'on veut sauvegarder le document, le résultat, et on appuie sur sauvegarder. Voilà, c'est confirmé. Ensuite, on importe ces données dans l'arbre généalogique. Parfois, ça n'apporte pas beaucoup d'informations supplémentaires. On a seulement récupéré l'acte, ce qui est le cas pour cette recherche, pour ce résultat. Et ensuite, c'est confirmé, la correspondance la recherche a bien été ajoutée. Alors, ici, je vais vous montrer un acte que je vous avais déjà montré au mois d'août. C'est un recensement, en fait, où on voit bien, en fait, ce que ça peut apporter comme nouvelle information.
vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'utilisez certainement, dans la fiche de profil d'une personne, vous avez ce lien, recherchez cette personne, sur lequel il vous suffit de cliquer pour basculer en fait dans les résultats du moteur de recherche. Donc ça, effectivement, ça semble familier. On a basculé dans la vue fiche du moteur de recherche. Donc il suffit de cliquer sur ce lien dans l'arbre généalogique, dans la fiche de cette personne. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le formulaire de recherche est toujours accessible en haut. Souvent, je trouve qu'il faut effectivement pouvoir le modifier, pouvoir faire un peu d'édition au niveau du nom de famille, entre le nom de jeune fille et le nom de femme mariée dans ce cas-là, puisque là il s'agit d'une femme. Donc nous avons ce résultat qui est ici, pardon, c'est le deuxième, donc le recensement de 1872 que nous allons intégrer dans l'arbre. Évidemment, c'est de la même façon que je vous l'ai montré tout à l'heure pour l'acte de mariage, donc rien de nouveau. Je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont des utilisateurs complets, donc vous savez très bien comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, il suffit de cliquer ici, vous voyez, pour accéder à l'image du document. Donc, vous voyez, en violet, c'est toujours ce qui est mis à jour. Donc, c'est la personne que vous avez recherchée. Vous avez ici, vous voyez, les personnes qui constituent le foyer. En cliquant sur l'icône de téléchargement, vous allez pouvoir vraiment voir l'image telle qu'elle. Et ensuite, il suffit de cliquer sur... Vous pouvez aussi passer d'une page à l'autre ici, et de cette façon aussi. Donc c'est très pratique si vous cherchez d'autres personnes, vous savez qu'ils ont été voisins. Parfois, on a un résultat d'une famille, la famille est sur 2 pages. Donc effectivement, c'est essentiel d'avoir cette option de passer d'une page à l'autre. Voilà. Et quand on veut sauvegarder, ce qui est important pour cet exemple de Petroni, c'est que, comme souvent pour un recensement, ça nous apporte d'autres personnes, pas seulement des informations. Quand on intègre les informations, il suffit de cliquer sur ces petites flèches une après l'autre. Moi, je préfère, on peut le faire d'un coup avec une flèche en bas, mais je préfère moi le faire une après l'autre. On a le temps de vérifier les informations qu'on ajoute, et puis on peut aussi réécrire les informations si elles n'apparaissent pas comme on veut. On peut annuler facilement en recliquant dessus sur la flèche verte l'import des données. Parfois, un document apporte des informations il peut y avoir une partie des informations erronées ou un nom qui a été mal écrit dans le résultat de la transcription. Donc, c'est important de pouvoir toujours corriger. Quand on intègre un résultat, on n'est pas obligé évidemment de tout prendre en bloc. Et moi, j'aime bien, vous le savez, prendre le temps de vérifier information après information. Donc là, ce recensement de 1872, justement, nous a donné une nouvelle information. C'est d'un fils qui s'appelle Bernard et que donc on va pouvoir de cette façon intégrer facilement dans l'arbre généalogique. Alors, il y a beaucoup de petites options dans cette fonctionnalité d'intégration. Donc, n'hésitez pas à cliquer un peu partout pour voir. Ici, par exemple, afficher plus de champs. On l'utilise pas souvent, mais c'est vrai que vous pouvez écrire, citer les sources, écrire aussi la biographie. Donc, vous voyez, vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Bon, ça c'est à part évidemment, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on a fini déjà la recherche. On est au moment d'intégrer les résultats. Et donc, vous voyez que ça ajoute cette personne qui, avant, n'était pas dans l'arbre. Alors, je vais juste signaler quelques collections qui ont été ajoutées récemment. Il s'agit du recensement français de 1911, de 1921 et de 1931. Ils ont été ajoutés en septembre et ces recensements, ces collections sont exclusives à MyHeritage, c'est-à-dire qu'elles ont été indexées et c'est sur MyHeritage donc que vous pouvez faire ces recherches. Une nouvelle collection qui a aussi
été ajoutée en septembre. Alors vous voyez d'ailleurs la traduction reste encore à faire. C'est la collection qui concerne des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. Alors ça concerne évidemment qu'une petite partie de notre communauté de généalogistes. Moi, je n'ai pas d'ancêtres mineurs du tout d'ailleurs, mais encore moins dans cette région. Mais c'est peut-être votre cas et vous n'avez peut-être pas vu qu'il y a cette nouvelle collection. Donc, je vous la signale parce qu'elle est quand même assez intéressante. Parce qu'il y a j'ai fait une recherche juste en écrivant Paul Martin. Il y a certaines fiches qui ont des photos. Donc, vous voyez ici, c'est intéressant. Vous avez donc plusieurs informations. Alors, j'ai remarqué que ces fiches sont pas forcément exhaustives. Ils les ont pas forcément remplies, je pense. Mais ça quand même donne des informations sur les années de l'emploi. Bon, évidemment, si s'il y a une photo, c'est fantastique. Mais il y a aussi, normalement, il devrait y avoir le nom de l'épouse, des enfants. Il y a aussi le service militaire, s'il y a eu des blessures, toutes les absences du travail. J'ai regardé un autre exemple ici que vous voyez ici. Donc c'est intéressant. Je vous invite à aller voir cette collection si cette région vous concerne. Donc vous voyez ici par exemple, il y a carrément les citations. Il y a le service militaire. Donc vous voyez là c'est la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez que c'est pas forcément très rempli, mais c'est une collection à vérifier. Alors évidemment le recensement canadien de 1931. J'en profite pour saluer nos amis canadiens parce que je sais qu'ils assistent à cette session et pour eux, ça veut dire qu'ils se lèvent très très tôt le matin. Ce recensement canadien a été rendu public en juin l'an dernier. On l'a ajouté en septembre. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a 175 collections avec 121 millions de données pour le Canada. Ce recensement est très important parce que c'est vraiment le plus complet. C'est comme le recensement américain, si je me souviens bien. C'est le premier recensement où ils ont demandé aux familles s'ils possédaient un poste de radio. Le questionnaire est bilingue et comporte 40 questions. C'est vraiment un recensement qui est très 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 complet et qui apporte beaucoup d'informations. Donc, il a été récemment ajouté dans la base de données de MyHeritage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à cliquer sur en savoir plus sur la description de chaque collection pour voir justement le détail de ces collections. Je vous redis vite fait, dans chaque page de collection, vous avez toujours accès à des collections qui sont annexes et parfois à un exemple de document. Je vous avoue que j'ai vérifié qui était Maurice Richard. C'est écrit, mais je connaissais pas du tout. J'ai compris qu'effectivement c'était quelqu'un qui était très connu au Canada. C'est un joueur de hockey. Voilà. Alors, nous allons voir pour finir, enfin pas pour finir, mais c'est une petite parenthèse. Vous avez peut-être remarqué, ou si vous suivez le blog, vous l'avez peut-être lu, qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle qui pratiquement s'appelle en français le chercheur de données historiques, pour trouver des données historiques. Alors, vous le voyez ici, c'est dans l'onglet de la recherche et vous voyez aussi, c'est ici, et vous voyez aussi que c'est la même fonctionnalité qui est accessible ici, à côté, dans le formulaire de recherche. Alors, ça ressemble à ça, en ce moment. C'est encore en partie en anglais, c'est-à-dire que le chat lui-même, la personne, enfin, le robot, l'intelligence artificielle, donc, qui converse avec vous, parce qu'en fait, c'est vraiment un moteur de recherche c'est un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle et qui converse avec vous. Donc c'est un chat qui est interactif et qui est intelligent et en texte libre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écrire pour justement chercher des données historiques. Donc vous voyez que vous pouvez choisir le langage soutenu ou courant. Moi, je préfère a priori soutenu. Donc, ça veut dire c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus formel dans la façon d'écrire. Ça dépend comment vous aimez écrire.
Mais vous voyez que pour l'instant, donc cette intelligence artificielle va écrire en anglais, mais vous pouvez écrire en français. Après, tout va passer en français, mais pour l'instant, c'est en anglais de ce côté-là. Vous pouvez écrire. J'ai fait un essai d'ailleurs. Ça, c'est l'exemple du langage courant. J'ai juste écrit ça pour voir justement, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai écrit: je recherche des informations sur Léon Dubuc, né à Lectoure en 1886. Donc, il y a un petit moment, quelques secondes, où ça cherche et ça vous présente les résultats, que ce soit arbre généalogique ou document historique. Vous voyez, il y a la réponse de l'intelligence artificielle qui a écrit qu'il y a plusieurs documents, plusieurs résultats qui concernent cette personne, mais qui m'invite à préciser. Alors moi, j'ai pas continué à écrire, mais j'aurais pu écrire: je recherche le mariage ou des informations sur la guerre, le service militaire, etc. Vous pouvez vraiment converser, discuter avec cette intelligence artificielle. Revenir le lendemain, ce que vous avez écrit sera toujours accessible. Vous voyez en haut, sur la gauche, il y a l'historique qui reste en place et qui reste enregistré. Donc vous pouvez commencer et puis continuer le lendemain si vous voulez. De la même façon que quand on fait une recherche normale, on peut voir les résultats. On peut aussi évidemment voir les résultats. Vous voyez, que l'intelligence artificielle nous a amené. Donc vous pouvez essayer pour voir à quoi ça ressemble et ce que vous en pensez. Je suis curieuse d'avoir votre retour sur cette fonctionnalité du futur. Donc j'ai fait un deuxième essai. Le fait est que comme ça, vous voyez que la première recherche de Léon Dubuc, donc, est toujours présente. Donc, je peux recliquer dessus et continuer. C'est dans les historiques. Donc, vous voyez, c'est très bien si vous commencez justement une recherche sur quelqu'un ou si vous êtes nouveau, vous allez pouvoir tenter. C'est vraiment le contraire de ce qu'on fait aussi dans les archives sans index manuellement, que moi j'apprécie aussi et que je suis sûre que vous appréciez aussi. Donc là, on est vraiment à l'opposé de la recherche, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui recherche pour vous. Bon, c'est amusant aussi, ça peut être pratique. Alors, je ferme cette parenthèse d'intelligence artificielle. J'ai mentionné le blog. Si vous ne le suivez pas, si vous ne le lisez pas, je vous le conseille parce que notamment vous pouvez suivre les nouvelles collections qui sont ajoutées. Au moins une fois par mois, il y a un article qui énumère toutes les nouvelles collections mises à jour le mois précédent et qui est très très détaillé. Vous pouvez d'ailleurs accéder aux collections en cliquant sur le lien directement dans ces articles. Donc vous voyez, qui donne aussi des exemples. Là, par exemple, c'était un article en décembre qui annonçait cette publication d'une collection des mariages de Rhénanie du Nord-Westphalie qui est une collection d'ailleurs qui est exclusive aussi à MyHeritage. Donc, je vous conseille de suivre le blog. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le recensement du Canada de 1931, c'est aussi dans le blog. Ça a été donc publié en septembre. Dans le blog, comme dans le moteur de recherche, il y a des catégories. Et là, vous voyez que quand vous cliquez sur catégorie, ça va vous ouvrir ce menu et vous allez pouvoir justement choisir données historiques pour afficher tous les articles sur les données historiques. Comme ça, vous ne manquerez rien. Alors évidemment, petite parenthèse, le blog, c'est beaucoup plus que évidemment des articles sur les collections. Il y a évidemment l'article qui présentait AI Record Finder, donc justement notre nouvelle intelligence artificielle qui cherche les données historiques, mais vous avez aussi l'annonce de tous les nouvelles fonctionnalités. Ici, c'était le photodateur pour donner une estimation de la prise des photos, mais aussi ça peut être des recherches. Là, c'était une recherche que moi j'avais faite sur la famille américaine de Napoléon. Nous invitons aussi des généalogistes à écrire, ici le cas de Michael Mange qui avait écrit sur les patronymes en pays de Savoie. Donc si ça vous concerne, je vous invite à lire cet article. Et puis évidemment,
tous nos utilisateurs qui veulent témoigner, raconter leurs histoires, leurs recherches. Une section aussi leur est dédiée. Donc, je vous invite à les lire et à nous contacter, évidemment, à me contacter si vous voulez nous raconter votre histoire, votre recherche généalogique. Voilà. Alors, évidemment, pour terminer, le conseil, plus qu'une astuce, un conseil, prenez soin de votre arbre. Évidemment, plus votre arbre est riche, plus MyHeritage sera à même de trouver des informations pour votre arbre et vous signaler d'ailleurs des record matches. Aujourd'hui, on a parlé de la recherche qu'on fait manuellement, ou moins manuellement, évidemment, avec l'intelligence artificielle. Mais dans le cas des record matches, je suis sûre que pratiquement ici tout le monde le sait, les record matches, ce sont les correspondances entre une personne de votre arbre et d'autres documents, c'est-à-dire que le moteur, une technologie de MyHeritage donc cherche les correspondances, donc plus de documents pour vous et vous les signale dans l'arbre généalogique avec l'icône de couleur marron, vous le savez, donc ce sont les record matches. Donc effectivement, pour avoir plus de record matches, vaut mieux saisir toutes les informations qu'on a. Évidemment, on cherche quand on est aussi dans la recherche, donc évidemment, on n'a pas toutes les informations. Alors, suivez notre blog pour ne rien rater des nouvelles collections, ça je viens de dire. Et puis surtout, vous y attendez, on sort tout le temps de nouvelles fonctionnalités, donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année prochainement. Le suivre justement dans le blog, c'est une façon de ne rien perdre. Alors, avant de passer aux questions, je vais désigner un gagnant ou une gagnante qui va remporter un abonnement complet à MyHeritage. Donc, il vous donne accès à toutes les fonctionnalités, accès complet à la base de données historiques, évidemment. Alors, je félicite Monsieur Jean-Luc Martel et je vous contacterai juste après cette session. Voilà. Félicitations, Monsieur Martel. Nous continuons. Alors, je vous rappelle que chaque session est disponible en replay gratuitement et sans limite de temps dans la base de connaissances de MyHeritage qui est, vous voyez l'URL ici, c'est education.myheritage.fr et aussi dans le site qui est en anglais, sur Family Tree Webinars, qui est le site de MyHeritage des webinaires, mais sachez que comme c'est en anglais, ça sera plus pratique d'aller dans la base de connaissances qui est en français. Alors d'habitude, je vous signale, j'annonce toujours le prochain webinaire avec le sujet du webinaire, mais cette fois justement à cause des nouveautés qui arrivent, ça va dépendre des prochaines semaines. Donc je vous donne rendez-vous, vous pouvez déjà le noter, le 19 mars à 13h, c'est un mardi. J'ai déjà créé le lien, donc je vais insérer dans la base de connaissances, parce que vous le savez, dans la base de connaissances, dans la section des webinaires, c'est là que vous avez toutes les sessions en replay, et c'est là aussi que vous avez, vous le voyez ici à droite, que vous avez le formulaire d'inscription pour le nouveau webinaire qui de toute façon sera envoyé dans la newsletter dès que le sujet sera annoncé. Mais vous pouvez déjà vous inscrire, je vais le mettre à jour tout de suite après à la fin de ce webinaire. Même s'il n'y a pas encore le sujet, le lien d'inscription est ouvert, vous pouvez déjà vous inscrire tout à l'heure. Voilà, alors nous allons passer aux questions que je vais devoir un peu, comme je suis toute seule, prendre le temps de lire. Alors, est-il possible de restreindre la recherche à des champs spécifiques, père et mère par exemple? Non, j'ai lu cette question parce que c'est intéressant. Je vais pouvoir faire remonter. D'ailleurs, vous pouvez aussi, c'est la section des questions, vous pouvez aussi écrire vos remarques parce que moi ensuite après, je parle beaucoup avec l'équipe qui travaille sur le développement du moteur de recherche et comme je passe pratiquement mes journées dans le moteur de recherche, toutes les remarques sont intéressantes et donc si vous avez des remarques, des critiques, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, vous pouvez effectivement aussi me les écrire aussi
ici ou par email et je transférerai vers l'équipe des développeurs. Donc non, mais effectivement, on peut toujours créer de nouveaux filtres. Donc je vais remonter l'information. Alors, quelqu'un m'a écrit: mon grand-père a été rappelé à la guerre en 1939. Je n'en sais pas plus. Je vais essayer. Alors, oui, il y a effectivement une section militaire assez développée pour la France. Il y a aussi la liste des prisonniers de guerre en Allemagne, donc vous allez pouvoir aussi vérifier dans cette collection. Alors, quelqu'un pose la question: est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne aussi sur les erreurs d'orthographe de noms dans les documents, dès lors que l'on a donné des critères de sélection suffisants en termes de date ou de nom des parents, enfants ou époux? Alors, d'abord, dans cette nouvelle fonctionnalité de Record Finder, vous pouvez vraiment converser, c'est-à-dire que si vous avez donné une information et que vous voulez la corriger, vous pouvez l'écrire comme si vous écrivez vraiment à quelqu'un de l'équipe du support. Maintenant, il fonctionne exactement comme la recherche manuelle, la recherche normale, je sais même pas comment la dire, celle qui n'est pas de l'intelligence artificielle, celle que je vous ai montrée, où effectivement, à moins qu'on coche, d'ailleurs je ne l'ai pas signalé parce que je pense que c'est pas forcément une bonne idée de cocher et de demander les résultats que avec les noms, par exemple les informations qu'on a saisies, ça donne toujours énormément de résultats. Par exemple, au bout de plusieurs résultats, on voit très bien que ça concerne plus vraiment ce qu'on a demandé, mais parfois c'est comme ça qu'on arrive à trouver des documents parce qu'effectivement les documents ont mal été écrits ou même la transcription du document a été mal faite. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est important de retrouver, d'être très large dans les résultats. L'intelligence artificielle fonctionne de la même façon. Donc, mais je vous invite à essayer. Vous allez voir comment ça marche. Alors, quelqu'un a demandé: existe-t-il en Italie une collection du type France Décès? Alors, non. Pas que je sache, non, je me souviens pas. Je suis concernée moi-même puisque j'ai la moitié de ma famille du côté italien. J'avoue qu'il y a beaucoup moins de collections en Italie, pour l'Italie, que pour la France. C'est vrai que pour la France, parce que je suis pas connectée, mais je me souviens plus exactement le détail des collections en Italie. Je vous invite à aller voir. Faites-la exactement comme j'ai filtré pour l'Italie. Nous, en France, on est extrêmement privilégiés parce qu'il y a au niveau des archives, même déjà en ligne, il y a beaucoup de collections d'archives qui sont en ligne. En Italie, ils ont commencé beaucoup plus tard. Ils sont un peu moins organisés, même si ils commencent à faire beaucoup d'efforts. Par exemple, ce qui est au niveau des paroisses, et franchement, j'ai eu ce cas moi. J'ai vraiment agrandi une branche parce que j'ai retrouvé, grâce à MyHeritage d'ailleurs, un utilisateur italien qui s'est révélé être un lointain cousin et qui travaillait sur place dans les paroisses, dans les archives des paroisses, parce qu'il connaissait bien le prêtre, parce que sinon c'était même pas accessible. Donc pour l'Italie, c'est encore, c'est un peu comme ça encore. C'est pour ça qu'il y a moins de collections. Mais je vous invite à aller voir le catalogue, justement, filtrer et de voir ce qu'il y a pour l'Italie. Alors, alors une autre question: comment éviter l'entrée dans l'arbre de personnes non directement souhaitées dans la mesure où elles n'appartiennent pas à la famille en ligne directe? Alors, je ne sais pas si vous faites référence, généralement dans les documents, si vous avez, ça arrive parfois. On a par exemple quelqu'un qui travaille dans la famille, mais qui ne fait pas partie évidemment de la famille, comme par exemple une domestique. Dans ce cas-là, cette personne ne va pas apparaître dans les colonnes pour intégrer. Ça va pas apparaître, cette personne ne va pas être intégrée. Maintenant, même s'il y a une personne, pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas intégrer
mais c'est quand même une personne de votre famille. Il suffit en fait de cocher sur, vous allez le voir. Par exemple, tout à l'heure, j'ai montré Bernard, qui était le fils de ce couple qui apparaissait dans le recensement. Il y a en haut de la fiche, en fait, il y a écrit pas cette personne. Et si vous écrivez pas cette personne va pas être intégrée dans votre arbre. Donc, vous avez effectivement la possibilité de le faire. Alors, quelqu'un demande, en ce qui concerne les données de mariage, en sauvegarde, est-ce que ça va être sous le nom du mari ou de la femme? Alors, en fait, il y a dans l'arbre généalogique, peut-être que justement, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une session sur l'arbre généalogique, il y a beaucoup de petites options, fonctionnalités dans l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, la façon dont les femmes apparaissent, leur nom, c'est vous qui le décidez. Il n'y a pas de, par défaut, c'est peut-être le nom du mari entre parenthèses. Non, je sais plus. Je crois que je sais plus que c'est même le nom par défaut, parce que moi, je sais que j'ai choisi d'afficher dans mon arbre. Tiens, je ne sais plus ce que j'ai choisi, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir le nom de jeune fille, entre parenthèses le nom de femme mariée. Il y a des gens qui préfèrent le contraire, ou d'afficher que le nom du mari, mais c'est vous qui le choisissez. Allez dans votre arbre généalogique, vous cliquez sur le menu, vous rentrez dans votre arbre, vous allez voir en haut à droite, il y a une roue. Si vous cliquez sur cette roue, ça va vous ouvrir tous les paramètres de l'arbre, et dans ces paramètres, il y a comment afficher les noms des femmes mariées. Donc c'est vous qui choisissez comment ça s'affiche. Ensuite, quand vous allez sauvegarder les résultats d'une recherche que vous avez faite, d'un document, ça va s'intégrer dans votre arbre de la façon que vous avez choisi d'afficher les noms de famille. Donc c'est toujours vous qui contrôlez vraiment beaucoup comment ça s'affiche et comment ça apparaît dans votre arbre. Alors, je vais lire une autre question. Lorsqu'on enregistre des informations trouvées via une recherche, les espaces entre les mots sont souvent remplacés par des signes. Oh, par des signes, oui. Alors, on a l'impression que c'est des icônes ou que c'est une langue inconnue. Comment éviter cela ou remplacer tous ces caractères une fois dans toute la base de données via, ah oui. Alors en fait, ça c'est parfois, ça arrive à cause des accents. Il y a une succession de lettres qui apparaissent, mais en fait, c'est parce qu'il y a un et accentué, par exemple. Maintenant, comme vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le résultat quand vous l'intégrez et de pouvoir le réécrire en texte libre, comme ça, vous pouvez le réécrire et l'arranger. C'est pour ça que moi, quand j'intègre les résultats, je n'aime pas cliquer sur la flèche du bas qui intègre toutes les informations et qui bascule toutes les informations dans mon arbre. C'est pour ça que je le dis toujours, prenez le temps de lire information par information. Vous cliquez information par information, ça prend un peu plus de temps, mais au moins vous savez que dans votre arbre, les informations apparaissent comme vous voulez qu'elles apparaissent. Et puis s'il y a des erreurs ou justement là, dans ce cas-là, une succession de lettres au lieu d'un et accentué, vous pouvez le corriger tout de suite. Alors, quelqu'un d'autre a écrit « Record Detective a tendance à trop afficher. Est-ce parce qu'il travaille sur un nombre réduit de filtres ?» Alors, mais ça c'est vrai, moi aussi je l'ai remarqué, il y a des résultats qui sont bons, il y a beaucoup de choses qui ne concernent pas forcément les personnes qu'on est en train de rechercher. Alors, de quoi ça vient? Je sais que quand j'en parle avec l'équipe des développeurs, ils disent qu'ils préfèrent être plus large pour donner plus de résultats et peut-être justement ne pas manquer quelque chose qui va vraiment concerner une personne que vous recherchez, mais parce que dans un document ça a été mal retranscrit, que de trop filtrer et de donner moins de résultats et peut-être de perdre quelque chose d'important. Donc, je pense que c'est justement le contraire. C'est vraiment, il y a pas beaucoup de filtres, il y a moins de filtres et les résultats sont très larges et ne concernent pas forcément les personnes qu'on cherche. Voilà. Alors, une autre question. Alors c'est une remarque. Donc, quelqu'un dit la vue tableau est plus pratique. Hein. Pas besoin de dérouler la fiche pour apercevoir le document. Mais oui, c'est vrai. Moi aussi, finalement, depuis que j'ai préparé cette session, j'utilise peut-être plus la vue tableau maintenant. En tout cas, je bascule sur les deux. Voilà. Alors,
Alors, en plus d'indiquer, alors je lis une autre question, en plus d'indiquer la date d'actualisation de la collection, pouvez-vous aussi indiquer sa date de création et ou la période d'initialisation des données? Voilà. Alors, c'est vrai que c'est signalé dès que c'est mis à jour, que c'est ajouté, pardon, et c'est vrai qu'après la date qui est disponible, c'est effectivement la date de mise à jour. Je vais je vais me remonter cette information aussi, cette remarque. Alors, aura-t-on plus tard accès à des archives du chemin de fer français? Je vais demander à l'équipe qui s'occupe des collections. Je ne sais pas, mais je sais qu'effectivement, il y a des collections intéressantes sur les employés du chemin de fer. Je ne sais pas, donc je vais m'informer et Madame Florence Nief, je vous tiendrai au courant. Alors, quelqu'un fait une remarque justement, la recherche que nous avons vue donc à partir de l'onglet de recherche est plus large que la recherche à partir de l'arbre. Oui, effectivement, quand on clique sur rechercher cette personne, ça donne accès à un formulaire de recherche qui est plus restreint en effet. Donc, effectivement, c'est le formulaire de recherche à partir de l'onglet recherche qui donne le plus, à partir des catégories évidemment, qui donne le plus d'options. Voilà, je crois que j'ai lu toutes les questions. Oui, j'espère. Sinon, vous n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire par email, en répondant donc aux emails qui concernaient ce webinaire. Je pense que j'ai tout vu. Voilà. Alors, quelqu'un demande comment identifier les doublons. Bon, ça c'est un peu, ça concerne pas forcément la recherche, mais c'est tout simple et il suffit de taper le nom de la personne dans l'arbre généalogique quand vous recherchez une personne. Vous avez aussi la liste. Vous savez, il y a plusieurs vues dans l'arbre généalogique. Il y a une vue liste. Alors dans la vue liste, vous allez voir tout de suite si vous avez des doublons. C'est très pratique d'ailleurs pour ça. Je pense que je vais vraiment faire une session sur l'arbre généalogique. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Voilà. Tiens, pour finir, justement, on va finir comme ça. Quelqu'un a écrit: je vous remercie. J'attends avec impatience les collections sur les fonds notariaux. Oui, alors ça aussi, je vais voir. C'est une option. C'est vrai que je travaillais sur des fonds notariaux du département du Gers récemment. C'est une idée. Je vais remonter l'info à l'équipe des collections. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Cette session sera bientôt en ligne, peut-être ce soir, au plus tard dimanche, vous pourrez la revoir en replay. Et je vous remercie et donc je vous dis à bientôt pour le webinaire du mois de mars. Merci à tous.